Depuis plus de 40 ans, nous envahissons la fanfic et pourrissons vos histoires préférées. Qui nous sommes? Vous en avez sûrement une idée, bien que nous soyons en apparence tous très différents. Et combien? Difficile à dire, mais une chose est sûre, nous sommes légion. Heureusement pour vous, 5 d'entre nous se sont repentis. Ayant pris leur retraite, elles sont aujourd'hui bien décidées à vous aider à reconnaître leurs semblables et, si possible, à empêcher de la sorte les masses instruites de perpétrer cette espèce maudite. Nous appelle la Société des Marissus. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de la Société des Mérissous. Dans le précédent épisode, nous avions évoqué ce qu'était une Mérissou. Je vous invite à le regarder ici, si ce n'est pas déjà fait. Lançons-nous donc dans les complications? Eh oui. À la lumière de l'épisode précédent, on dirait que Mérissou est systématiquement une merveille aux cheveux multicolores, aimée de tous, qui sait tout faire et qui a tout, baptisée comme son auteur. C'est en fait plus complexe. Elle peut aussi être une impératrice maléfique et sadique, ou un guéristou taillé comme une armoire, taciturne et brutale. Mérissou a des apparences très diverses, parce qu'elle a un rayon d'action spécialisé, même si, nous le verrons, certaines cumulent ses fonctions. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît les Mérissou diplômés. You're unbelievable. C'est celle qui ressemble le plus à la première sorte de personnage évoqué plus haut, et qui est bien Miss Perfection. Entendez qu'elle est très belle, avec des cheveux et des yeux kaléidoscopiques, que son nom est long, son passé est difficile, mais elle sait tout faire et est très riche. C'est l'élève la plus populaire et la meilleure de l'école, son petit ami fait baver tout le monde, ceux qui ne l'aiment pas sont jaloux et ou méchants, elle gagne tout, des duels au concours, réussit tout ce qu'elle entreprend et c'est un génie. Elle a d'étonnants animaux de compagnie. Tout le monde l'aime et tous les garçons sont amoureux d'elle, mais Mérissou ne sort qu'avec le plus extraordinaire. Si par hasard elle avait un copain avant, c'est qu'il est mort. Ou quelque chose comme ça, parce que personne ne quitte la Sioux. Et bien sûr, elle est abondamment décrite. Cette parfaite créature convertie au bien les pires méchants en un tournement et ne saurait vieillir. Donc, si elle meurt jeune, à la fin, ce sera un sacrifice héroïque qui fera pleurer tout le monde, après quoi elle pourra toujours ressusciter. C'est en lisant ce genre de description, dès la première page, que beaucoup de lecteurs avertis ferment la page de la fanfic qu'ils lisaient, aujourd'hui. Mais dans les œuvres officielles, les auteurs, sciemment ou pas, éviteront de donner tous ces détails d'entrée de jeu. Ils apparaîtront au fur et à mesure, en sorte que l'intéressé se révélera avoir été Siouesque depuis le début. Âme ou sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Elle aussi est très commune et interfère souvent avec la précédente. Un auteur peut avoir son propre avatar pour protagoniste principal, rien de grave tant ce personnage a les mêmes limites que lui ou elle. Mais dès le début ou à partir d'un certain point, par un make-up ou par magie, cet avatar devient Sioux. Là est le problème. La self-insert est souvent utilisée dans les fanfics pour sauver l'univers concerné à la place du vrai héros, ou avoir une histoire d'amour avec un personnage sur lequel le créateur fantasme. À moins, dans une histoire originale, d'écrire une fantaisie centrée autour d'un soi idéalisé. C'est soit les convictions, goûts, loisirs de son auteur, ou bien ils sont plus raffinés. Les noms sont identiques, ou se ressemblent, ou est celui que le créateur aurait voulu porter. La nationalité et l'âge sont aussi souvent les mêmes. Il y a aussi une ressemblance physique jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'une auteure d'aspect banal, brune aux yeux marrons, décrira une Mérissou aux cheveux Havane aux reflets morts dorés, aux yeux bruns ambrés pailletés de noisettes. Le tout en étant d'une beauté éblouissante, bien sûr. Se retrouver ainsi mêlé au procédé cathartique d'un auteur, est intrusif pour le lecteur. Et peu sont ceux qui désirent connaître les fantasmes d'un inconnu, concernant l'œuvre d'origine. Interfère souvent avec les précédentes. Celle-ci est la pureté et la grâce incarnées. Elle est toujours gentille et innocente. Personne ne pourra jamais la corrompre, peu importe la méthode utilisée. Pas de sexe en mariage chez elle, étant pure de cœur, de corps et d'esprit. Et bien sûr, c'est souvent une grande naïve. Cette Sioux est polie, timide, s'exprime d'une voix douce de madone sans jamais se fâcher. Une voix qui, quand elle chante, est envoûtante.
Pour se détendre, elle distribue la soupe aux lépreux daltoniens et sourds-muets. Elle est spontanément adorée des enfants et des petits animaux mignons qui paraissent la comprendre. Les papillons la suivent, elle éternue des paillettes. Si elle meurt, ce sera aussi lacrymal que plus haut, mais attendez-vous à la revoir en tant qu'ange. Elle n'a jamais de baisse de régime ou de tension, toujours tout sourire quoi qu'il arrive. Bref, au point que ce n'est pas humain. L'idée d'un auteur créant un tel protagoniste, et que le lecteur adorera un personnage si gentil, puisque la bonté est la qualité valorisée dans notre société. En réalité, la réaction sera inverse, car tant de perfection est horripilant, tendant un miroir au lectorat. Regardez, tout ce chemin qui vous reste à accomplir pour être aussi pur. Je lui dis, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Angsty ou Sue angoissée. Et en anglais, Jerk Sue. Ici jumelées, car elles ont tendance à être souvent les mêmes. Et elles sont l'opposé polaire de la précédente. Leur créateur comptant plutôt ici sur tout le monde aime les mauvais garçons. Ou filles, si c'est une Mary Sue, et non un Gary Sue. Conséquemment, attendez-vous à la voir avec des habits sombres, et parfois même sexy, le tout en étant ténébreuse et mystérieuse. L'Angsty Sue a eu le fameux passé horrible, mais chez elle, c'est pas les zéros séquelles de la pure Sue. Non. Au contraire. Elle remâche, elle rabâche, elle a un ardent désir de vengeance, elle est tourmentée de cauchemars et de crises de panique, se plaint sans cesse, et affirme que personne ne peut la comprendre, n'étant pas passé par les mêmes épreuves. Elle rendrait jaloux les ados emo. Et puis bien sûr, c'est une grosse rebelle. Comme la Sue désagréable, mais avec aucune conséquence. Peu importe le nombre de fois où Mary Sue désagréable sera directe et impertinente. Ce ne sera pas de punition de la part de ses parents, de l'administration scolaire ou de ses supérieurs. Toujours le sarcasme et le mot désobligeant à la bouche. Elle grogne régulièrement de pas avoir besoin d'amis, mais une ribambelle la suit en permanence malgré son absence de mérite en la matière. Pire, encore une fois, elle sortira avec tous les garçons qu'elle croise, bien qu'elle les ait tous traités d'abrutis, donné un coup de pied dans les parties intimes, et mis le feu à leur moto à leur première rencontre. De telles Sue fut d'abord créée en réaction aux précédentes, mais leur fraîcheur s'est vite étiolée. Des exemples? Oui, dans le cas où ça se croise avec les Sue possédées, dont nous parlerons plus tard. C'est-à-dire Wolverine et Batman mal écrits par des auteurs, paradoxalement, éperdus d'admiration. Me croirez-vous si je vous dis que Volvi ne faisait pas partie de l'équipe originale des X-Men et ne les a rejoints que 10 ans plus tard? En fait, c'était primitivement un méchant dans Hulk. Pire, il était très petit, ne se lavait jamais, aucune ambiguïté sur le fait qu'il puait, était déjà foncièrement grincheux, violent et sarcastique. Mais cela ne devait nullement l'empêcher de devenir très populaire, entraînant au fil des ans la publicité Wolverine, c'est-à-dire le rendre omniprésent. Au fait, le chef des X-Men c'est Cyclope, vous en rappeliez au moins. Et cela y compris sur les couvertures de comics, où il n'apparaît en fait pas à l'intérieur. Au cinéma, les amateurs du genre furent surpris de le voir embelli par l'interprétation de Hugh Jackman, qui mesure 1m88. En fait, à un moment, on pouvait, comme disait Link the Sun, réduire les films X-Men à « Mon Dieu, Hugh Jackman est si beau et si viril », se retrouvant toujours au centre de tous les scénarios. Dans Days of the Future Past, Wolverine est celui qui voyage dans le temps, alors que dans le comics d'origine, c'est Kitty Pryde qui retournait dans le passé. Enfin, si sale et grognon soit-il, Wolverine séduit vite, car il est sorti avec la quasi-intégralité du superbe casting féminin d'X-Men, à commencer apparemment par les femmes déjà mariées. Pareillement, la tentation peut être grande de transformer Batman en Angsty Sue, en raison du trauma originel d'être orphelin. Et c'est parfois même un Sue désagréable, qui envoie paître à même titre ses acolytes et collègues de la Ligue des Justiciers, et ses copines aussi d'ailleurs, et tout cela n'en empêche nullement que tout le monde le suit, et qu'il sort avec tout ce qui bouge. Mais qu'importe, il fait ce qu'il veut, et réussit tout, sans conséquence. On peut même parfois lui faire passer ses règles de « je ne tue pas », et ses capacités de détective au vestiaire, en faire une brute épaisse qui dégomme les méchants au lance-flammes ou au tank, et passe son temps à taper, y compris sur Superman qui défait tout seul avec une main dans le dos, en dépit de son absence de pouvoir. Pas étonnant que cette version de Batman est finie sur le wiki des méchants. I wanna be mad, but more than that, I wanna be bad. A le même caractère et comportement que la précédente, mais vraiment méchante, au sens où on l'entend habituellement. Il est rare que
que l'auteur d'une histoire originale parte avec l'idée de favoriser son méchant. Ce qui arrive en général, c'est que ce vilain finit par le séduire, plus que le héros. Mais la Sue méchante est plutôt l'œuvre d'un fanboy habituellement, qui, en lisant l'histoire d'origine, trouve le méchant sexy, faut avouer que c'est pas rare, le prend en pitié en raison d'un passé difficile, qui explique son attitude présente bien souvent, ou bien le juge plus intéressant que le héros. Et il faut admettre que ce sont aussi des choses qui arrivent. Si c'est un créateur de fanfic, ou bien un scénariste amené à adapter l'histoire originelle, souvent au cinéma, on entendra bientôt parler de sa vision des choses. Et voilà comment le méchant, considérablement embelli, pourra posséder les dons et les armes les plus invraisemblables, ne jamais mourir et s'en tirer sans jamais être pris, au point qu'on se demande comment ses ennemis sont encore vivants, ou bien, voire en plus, il sera présenté comme la victime du héros. Le changement de perspective peut nous montrer toutes ses actions sous un jour nouveau, qui le rendront innocent. L'ultime preuve de la vilaine Sue est le retournement de veste, quand elle finit par rejoindre le camp du bien. Mais attention, nullement en tant que pénitente. Au contraire, elle est complètement pardonnée et parfaitement intégrée. Le tout très vite, y compris si elle avait massacré toute la famille de ses nouveaux compagnons en les obligeant à regarder. Quelqu'un ose encore lui garder rancune, il sera renvoyé ou emprisonné ou tué dans d'atroces souffrances. Personne n'a le droit d'en vouloir à vilaine Sue. Elle n'a pas non plus rejoint les gentils pour écurer leur toilette. Sa nouvelle position est forcément très importante quand ce n'est pas carrément le nouveau chef. Les autres héros seront alors à peine mieux traités que ces anciens sous-fifres. Qu'on se rappelle, sur ce point, l'absurde époque où le bouffon vert se trouvait à la tête du Shield à la place de Nick Fury. Et dans un costume combinant ceux d'Iron Man et de Captain America en prime. Autre point, méchante Sue se trouve aussi souvent un nouveau petit ami parmi les héros, indépendamment du fait qu'il était déjà pris si l'occasion se présente. Et pour finir, elle ne payera jamais sa dette envers la société. Pour elle, pas de prison ou de travail d'intérêt général, et méchante Sue n'aura pratiquement jamais à présenter d'excuses. Non, c'est directement qu'on lui offrira de grandes responsabilités, estimant cela suffisant pour sa réhabilitation, y compris si elle s'était rendue coupable de guerre et de génocide. Dans la catégorie perspective biaisée, on se souviendra de l'histoire révisée de la sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, selon le roman et la comédie musicale Wicked et de Maléfique, dans le film éponyme. Elphaba, la sorcière de l'Ouest, sa sœur Nessa Rose et Maléfique sont présentés comme les vrais gentils de l'histoire, alors que les méchants sont à présent respectivement le Magicien d'Oz et le Père d'Aurore. Cette dernière, à la fin du film, affirme que l'histoire que nous connaissons a été racontée de façon subjective, faisant passer la pauvre Maléfique pour une coupable. En outre, des personnages bons et adversaires de ces sorcières dans l'histoire d'origine, comme Glinda, les trois fées marraines, sont aussi révisés. Elles sont, sinon superficielles, stupides et incompétentes dorénavant pour mettre les méchantes, ou plutôt héroïnes, en valeur. Lesquelles ont considérablement embelli. Elphaba, avec le visage et la voix de sirène d'Idina Menzel, n'avait plus rien à voir avec l'original. Dans la catégorie « a rejoint les héros », il y a le traitement habituel de Drago Malfoy dans les Potter Fiction ou fanfic Harry Potter, qui devient ami avec Harry, et sort avec Hermione. Ce personnage a beaucoup de fangirls qui le perçoivent toujours meilleur qu'il n'est. On appelle ce phénomène Drago en pantalon de cuir. Et dans le canon, ça existe aussi, hélas. Par exemple, le capitaine Crochet, selon Once Upon a Time, joué par un beau gosse, gentil et sortant avec l'héroïne, est à milieu de lui censé l'avoir inspiré. Crochet, version Disney. Et ce n'est pas tout. En 1980, soit 20 ans après que les X-Men aient commencé, Emma Frost fit ses débuts en tant que méchante du club Hellfire, où elle torturait Storm. Mais, après 14 ans de méchanceté, elle rejoignit les X-Men. Emma eut des relations par paquet comme Namor ou Iron Man, mais elle décida d'avoir Scott Summer, alias Cyclope, bien que déjà marié à Jean Grey, qu'il fréquentait depuis plus de 40 ans. Et Emma d'user de ses talents télépathiques pour violer mentalement, oui je sais, c'est dur à se représenter, Scott. Mauvaise idée d'en commencer par là, pourtant. Jean, elle, tombe dans la bonté excessive envers sa rivale,
la ressuscita quand elle fut réduite au niveau moléculaire, puis, sur son lit de mort, donne sa bénédiction et use de ses propres talents mentaux pour que Scott accepte une relation avec Emma Frost. Enfin, ils devaient sortir ensemble pour éviter la fin du monde, en faisant littéralement une question de vie ou de mort. Oui, je sais, ça n'a aucun sens. Et ils s'embrasseront sur la tombe de Jean, enterrée la veille. La mort, ça la connaît pourtant, ayant ressuscité 5 fois grâce à ses pouvoirs de phénix. Mais là, pour faire de la place, Jean restera morte. Et donc, Emma la remplacera à la fois en tant que directrice de l'Institut Xavier et dans le lit de Cyclope. C'est tout, oui? Non. Elle sera dans la cabale, copinant avec des méchants comme Namor, Loki, le Bouffon Vert et Dr Fatalis, tout en étant censée être une X-Men. En outre, Emma trompera Scott, notamment avec Namor, et frayera avec des méchants comme on l'a vu sans être rejeté pour autant. Seule Hope Summers, petite fille de Cyclope, venue du futur, osera lui reprocher sa promiscuité sexuelle, juste pour se voir gifler violemment et insulter, de misérable bâtarde, par Emma, sans que son papy lève le petit doigt pour l'aider. J'ajouterai que Emma est supra-intelligente, très riche, très puissante depuis sa possession par la force Phénix, qui lui a donné les pouvoirs supplémentaires de pyromanie, télékinésie et invulnérabilité. Bref, il lui manque plus que le changement de nom pour en avoir un à rallonge et donc la panoplie complète de la Sioux. À ce stade. Bref, si Emma Frost a été réécrite par des auteurs fanboys, manifestement. On peut s'interroger sur le bien fondé de prendre ainsi la place de Jean, qui forme toujours un couple aussi iconique avec Cyclope quand il montait à l'assaut, main dans la main. Il y a aussi le cas où un méchant reste lui-même, mais aussi apprécié pour ce qu'il est et réécrit à son avantage. Le Joker de Batman a ses propres fans, y compris chez les scénaristes. Il en résulte le fait qu'une belle femme, Harley Quinn, lui soit si dévouée depuis 20 ans, et ça ne s'explique guère. En outre, comme Wolverine, depuis les années 2000, il tend à être interprété par des acteurs notoirement beaux gosses, sous leur épais maquillage et leurs fausses cicatrices. Le tout, alors qu'à l'inverse des autres Bat-vilains, il n'a ni but ni excuse, puisque son passé est inconnu. Mais le mode Villain Sioux était déjà atteint, pour commencer pas de manière parodique, dans le comics Empereur Joker, adapté dans un épisode de la série Batman, l'Alliance des héros. Dans les deux cas, il héritait des pouvoirs cosmiques phénoménaux, de lutin de la 5e dimension, Monsieur Mxyzptlk ou Batmite, avec tous les usages terrifiants qu'on imagine. Mais provisoirement, donc il n'y a pas grand mal. Par contre, qu'il soit toujours en vie, malgré des crimes toujours plus odieux, se comprend de moins en moins. Le Joker a en effet réchappé à un nombre incommensurable de chutes mortelles. Là où ça ne va pas, c'est quand il est tenté d'expliquer ce détail par le fait qu'il serait immortel. Alors déjà, quand on explique un mystère, il n'y a plus de mystère. Except you have to explain it to me. If you have to explain a joke, there is no joke. C'est lui-même qui le dit. Secondement, où est-on? Dans Batman ou dans Highlander? Bref, le méchant réécrit pour être plus fort ou en réalité plus gentil que son ennemi, c'est la méchante Sioux. Nous l'avons évoqué précédemment. Il s'agit à l'origine d'un personnage canon, c'est-à-dire faisant partie de l'histoire de base, et qui n'est pas une Mary Sue. Jusqu'à ce qu'un auteur de fanfic réécrive cette histoire à sa manière, ou qu'un scénariste adapte le récit dans un nouveau comics, ou série, ou film, etc. Et là, pour de multiples raisons, ce personnage devient une Sue. Pourquoi? D'abord, l'identification. Parce qu'un personnage est perçu comme un avatar par le lecteur ou le spectateur, celui-ci n'éprouve pas le besoin de se créer un double fictionnel. Ce personnage est déjà pour lui ou elle. Plus simplement, il peut s'agir de son personnage favori, auquel elle ou il souhaite le meilleur, et quand ce lecteur devient scénariste, censément, sa vision des choses fait surface. D'abord, les caractéristiques du personnage concerné changent quelque peu, à commencer par son physique. Pendant le hiatus entre la publication des tomes 5 et 4 d'Harry Potter, un type de fanfiction incroyablement commun s'est répandu.
Il consistait à évoquer le retour à l'école d'Hermione Granger après des vacances d'été, durant lesquelles, grâce à la puberté et un makeover conjugué, c'est devenu une beauté, au point d'en être méconnaissable. Tartiné de maquillage, parfois vêtu à la mode, malgré le port de l'uniforme, Malfoy, ou Harry, ne voit pas qui est cette jolie nouvelle jusqu'à la remettre. Et une histoire d'amour commençait avec une Hermione devenue parfaite sur le plan caractériel aussi. À la décharge des auteurs en herbe, ceux des films ont aussi considérablement embelli cette héroïne. Toujours dans l'univers de la Potterfiction, le professeur Rogue se verra étonnamment traité de la même façon. Lui aussi embellit beaucoup sous la plume de certaines fangirls. Il sort souvent avec l'avatar de ces dernières quand il ne conclut pas avec Lily Potter, se révélant être le vrai père de Harry. Dans ces cas, plus question de ses cheveux gras, de son nez crochu et de son racisme envers les Sandbourg. Les œuvres canon n'en sont pas à l'abri, comme on a pu le voir dans les exemples précédents. Et la sorcière de l'Ouest, Emma Frost, Maléfique, Batman, Wolverine ou le Joker sont des personnages qui existent depuis 100 à 30 ans selon les cas, et sous de multiples supports. C'est ce qu'on appelle une franchise, avec des dizaines d'auteurs qui ne sont plus les originaux depuis longtemps. Parmi eux, des fans qui les possèdent et les réécrivent de manière à les mettre en valeur, à leurs yeux. Outre les détails évoqués à Angsty et Méchantsou, par exemple, cela consiste, comme vu plus haut avec les 3 fées dans Maléfique, à faire paraître plus mauvais qu'ils ne sont réellement les autres personnages. Ainsi, la réécriture, Gary Stu, de Batman montre souvent ce dernier entouré des membres de la Ligue des Justiciers, qui sont autant de guignols incompétents, histoire de le valoriser par contraste. Attention, poids lourd, ce type est extraordinairement commun à commencer dans les fanfics et adaptations. Ça consiste à introduire un nouveau personnage, dont il est présenté sans ambiguïté, qu'elle est amoureuse d'un protagoniste important. Et il est très vite lui aussi. Cet archétype a été évoqué dans les caractéristiques « Aimez-moi » de la vidéo précédente. Un double de l'auteur, belle à faire peur, attire immédiatement l'attention du protagoniste sur lequel le créateur fantasme dans la vraie vie. Des personnages célibataires endurcis comme Legolas dans Le Seigneur des Anneaux ou Sirius Black dans Harry Potter ont ainsi fréquemment une petite amie personnage original dans le présent ou le passé, et dans les fanfics. Autrement, l'éventuel conjoint canon du personnage s'efface, par exemple comme Jean Grey, selon ce qu'on a vu dans Méchantsou. La Sue relationnelle et sa cible se marieront et auront 40 enfants, même si on ne sait pas ce qu'ils se trouvent. L'auteur trouve que c'est le summum du romantique, mais ses lecteurs, eux, auront la sensation d'une relation malsaine, précipitée, et que rien ne justifie. En effet, ils sont ensemble parce que, il le faut, point barre. Du style sinon l'univers s'écroule, mais dans le cas d'Emma Frost et Cyclope, on cherche encore ce que ce mélange de viol, manipulation mentale et contrainte apocalyptique avait de si romantique. Avec l'assaut relationnel, pas de fil rouge visible, c'est-à-dire ces signaux subtils que les personnages ont une alchimie, selon la tradition extrême orientale qui veut que 2 âmes sœurs, ont un fil rouge invisible qui les relie. En fait, ce fil étrangle les intéressés. L'attirance est immédiate et ils échangent 3 phrases banales avant de sortir ensemble. Pas de phase de séduction, de chauffe, de découverte de l'autre, de resto, de ciné, et pas non plus question de se tenir gentiment par la main. C'est directement et tout le temps en train de s'embrasser à pleine bouche quand ce n'est pas plus encore. Pour un peu, on oublierait que l'histoire originale avait d'autres enjeux. Et pendant ce temps-là, tout le reste du casting, y compris parfois l'ex-conjoint, trouve que c'est un beau couple et les pousse l'un vers l'autre. Une Mary Sue relationnelle n'a qu'un but, qu'une utilité, et ne tend qu'à une chose. Être avec celui qu'elle convoite, c'est son unique sujet de conversation et elle y consacre toute son énergie. À part ça, il se peut qu'on ne sache rien de son passé, de ses loisirs, de sa personnalité profonde. Une autre variante connue consiste, pour certains lecteurs ou spectateurs, à vouloir voir 2 personnages former un couple, même s'ils n'éprouvent aucune attirance dans le canon. Donc, dans une fanfic ou une adaptation, l'un des 2 personnages, voire les 2, deviendront vite d'infernales sioux relationnelles. On a déjà vu comment, en étant aussi une sioux possédée, Emma Frost était devenue de la sorte. Dans la fanfic, le webcomics Oh, I Became Yours avait déjà été évoqué dans la vidéo précédente. Il fut controversé entre autres en raison de vol de dessin. Mais aussi en raison de la caractérisation. Au lieu des couples officiels Katara et Aang et Mei Zuko, l'auteur, Jackie Diaz, souhaitait voir Katara Zuko. Subséquemment, Mei devient méchante et Katara sa meurtrière.
Et pour libérer cette dernière, Aang se mise en couple avec le personnage de Toph qui devient habillé de manière élégante et fleur bleue de caractère, évoquant tout le temps Aang en rougissant. Problème, la vraie Toph est rude, grossière, habillée avec un sac, et ne saurait être plus éloignée du romantisme, puisque la série suivante révèle qu'elle a eu ses 2 filles d'aventure sans lendemain. Bref, un vrai personnage victime de révisionnisme à ce point. Ça s'appelle un personnage qui déraille. Et dans les histoires originales, il existe une variante où l'auteur se crée un double qui n'est pas une Mary Sue, mais un avatar simple qui ressemble à l'auteur de façon non idéalisée, avec ses qualités et ses défauts. Vient un jour où le créateur décide de caser son alter ego. Soit il a déjà un conjoint, et crée son avatar qui se révèle être une Mary Sue, puisque représentée de la façon idéalisée dont son conjoint la perçoit, mais pas comme tous les autres la voient. Soit l'auteur est célibataire et crée donc son conjoint idéal, et le résultat, s'il n'est pas modeste, est une Sue à l'apparence et aux capacités grotesquement inhumaines. Ajoutez-y un certain degré de frustration, et l'histoire pour avoir une situation aussi ubuesque qu'une femme superbe, folle, sans filtre d'amour, s'entend, d'un homme banal et peu gracieux qui se permettra en prime de d'abord lui tenir à la dragée haute. Mais bien sûr. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. Ou Sue clonée, ou copycat Sue en anglais. Prenez un personnage connu comme Naruto, Harry Potter ou Sailor Moon. De façon caractéristique dans les fanfics, ils s'aperçoivent brusquement qu'ils ont un clone ou une sœur jumelle, donc on les a séparés à la naissance, ou qu'une Sailor Sun existe. Comme moi en fait. Et le clone ressemble étrangement plus à son auteur qu'à Naruto, ce qui n'empêche pas d'avoir, lui aussi, un renard à 9 queues scellé dans le nombril. La sœur Potter a exactement la même cicatrice en éclair sur le front, et c'est elle que la prophétie de destruction de Voldemort désigne vraiment. La Sailor Sun n'a pas que des dons solaires, elle a aussi tous les pouvoirs planétaires que les Sailors ont individuellement, ces petites joueuses. Et c'est l'impératrice de la Voie lactée. Un peu comme toi donc, la Sue, copieuse, peut ne pas seulement ressembler à un seul personnage, mais être un amalgame de tous les personnages principaux. Par exemple, dans Star Wars, être à la fois un Jedi, comme Luke, un contrebandier, comme Han Solo, et une princesse, comme Leia. Bien que non obligatoire, être parent ou clone avec le héros est fréquent. Cette Sue ne se contente pas d'avoir les mêmes caractéristiques uniques qu'un personnage principal. Elle est meilleure que lui, sait mieux utiliser son pouvoir, et la vraie élue. En fait, elle l'évince plus ou moins discrètement. Il meurt, on n'entend plus parler inexplicablement, et son histoire devient celle de la Sue. Un personnage qui ressemble à un autre n'est pas forcément une mauvaise chose. Aujourd'hui, plus personne n'en veut à Supergirl ou Mary Marvel d'avoir débarqué comme des cheveux sur la soupe. En fait, entre éditeurs rivaux, les personnages qui se ressemblent étrangement ne sont pas rares. Dans les récits fleuves comme les comics ou les séries télé, des substituts semblables apparaissent parfois pour remplacer un personnage dont les droits se sont perdus, mais il est rare qu'ils soient bien accueillis, et pour cause. La raison est simple, rien ne vaut l'original, ça n'intéresse personne de suivre à la place des aventures d'un personnage amalgame, du héros d'origine et du double rêvé d'un auteur anonyme. Le taux d'irritation est encore plus élevé quand la dite Sue fait tout en mieux et phagocyte l'histoire. Elle interfère alors avec la Sue trou noir comme nous le verrons après. Elle sévit surtout dans les univers fantastiques. Les sorcières existent. Bien, c'est la plus puissante au monde. C'est une super-héroïne. Elle mettrait la misère à Galactus. C'est un chevalier du Zodiaque. Elle est en or 24 carats et a défait Hadès, Arès et Vishnu réunis, sans armes et sans pantalon. C'est un Power Ranger. Elle réunit tous les pouvoirs de ses compagnons, et défait Godzilla en lui soufflant dessus. C'est une Super Saiyan. Elle a fait implorer grâce à Boo, les mains attachées derrière le dos et les yeux bandés. En un mot comme en 100, cette Sue tient plus du dieu que de l'humain. Sa puissance magique est incommensurable au point qu'elle pourrait détruire une planète d'un geste du petit doigt. Est-il bien nécessaire d'expliquer en quoi un personnage sans limite ni faiblesse est si ennuyeux? Dans les fanfics, cette Sue est plus forte que le héros et donc sauve le monde à sa place. Dans les histoires originales, celle-ci se termine trop vite puisque rien ne résiste à une Sue divine. Pas d'obstacle, pas de danger, pas de réel challenge. Ces Sue sont à bâiller d'ennui, expliquant pourquoi les personnages divinement doués ne font habituellement pas long feu. Elle fait pencher l'univers en sa faveur et redéfinit toutes ses règles pour lui faire place. À croire que les lois élémentaires de la physique ne s'appliquent pas
à elle. Cette Sue peut être le protagoniste principal, et le côté trou noir s'exprime par le fait qu'elle en devient le principal centre d'intérêt de l'existence de tout ce qu'elle croise. Ceux qui n'en sont pas amoureux travaillent à faire son bonheur, les méchants sont obsédés par l'idée de faire mieux qu'elle, par exemple, et le tout, sans mérite apparent. Une Sue personnage secondaire, surtout si elle débarque brusquement, est pire encore sur ce point. Non seulement c'est la même chose que plus haut, mais en prime, l'histoire change pour devenir la sienne. Elle provoque les rebondissements de celle-ci, ce qui peut parfois se justifier si cette Sue est aussi la méchante. Elle agit, les héros réagissent, mais ça n'explique pas pourquoi le monde semble se plier à sa volonté. Vite omniprésente, donc envahissante, Sue Trou Noir est au centre de chaque intrigue d'un univers où elle vient pourtant d'arriver et a un lien avec tout le monde. C'est la demi-sœur disparue de X, l'amie d'enfance de Y, la nouvelle petite amie de Z et la nouvelle chef de classe ou de service. Dans le cas de la fanfic, quel intérêt y a-t-il à voir un personnage inconnu débarquer, prendre la place du héros original? Dans les récits originaux, son omniprésence et sa perfection qui réduisent les autres protagonistes à être ses acolytes incompétents rendront très vite une telle Sue impopulaire. Merveille de merveille, ma beauté tant pareil pour rendre à fou, chouchou. Un peu de légèreté pour terminer. Le caractère grotesque de la Sue n'échappe pas à bien des écrivains, et qui se moquent volontiers de cet archétype en introduisant un personnage en mode divin, mais qui n'impressionne personne, car d'habitude Marie-Sue se prend très au sérieux, c'est une caractéristique constante. Souvenez-vous, celle qui a lancé le nom dans A Track is Tell, relevé de cette catégorie. Depuis, Monsieur Hercule dans Dragon Ball Z a ridiculisé l'archétype du héros surpuissant, et Lobo, celui d'anti-héros ultra-violent et sombre, dans les années 1990. Squirrel Girl, chez Marvel, a défait Thanos et le Docteur Fatalis, bien que son pouvoir soit de parler aux écureuils, se moquant ainsi de l'archétype du mode divin. Austin Powers a l'immortalité et le succès auprès des femmes d'un James Bond, bien que son apparence ne l'explique absolument pas. L'épisode de Buffy contre les vampires, Superstar, tournait autour du problème de la Sue Trou Noir par le biais du personnage ultra secondaire, jusqu'alors, de Jonathan. Idem dans l'épisode des Simpsons à propos de Pochi, le chien introduit dans la série animée d'Itchy et Scratchy. Son premier épisode parle avant tout de lui, et non plus d'Itchy et Scratchy en train de s'écharper, tandis que l'intrigue impliquant une usine de feux d'artifice est promptement oubliée. Un épisode de Code Lyoko jouait avec le concept de la Sue relationnelle avec le personnage de Brynja Eringsdottir, qui débarque brusquement et attire l'attention de tout le casting masculin qui veut sortir avec elle. Jusqu'à la fin, où il réalise qu'elle est trop superficielle, parodiant par là une vraie tendance des fanfics Code Lyoko où une nouvelle élève se révélait vite être une Sue relationnelle. L'extraterrestre gazeux Melvar, dans l'épisode de Futurama, là où aucun fan n'est jamais allé, kidnappe les acteurs de Star Trek et leur fait tourner son scénario où, sans surprise, il tient le premier rôle, donc parodiant la self-insert Sue. Enfin, dans Ever After High, le personnage d'Applewhite se moque de la Sue pure, car elle est parfaite, a l'intention de tous les garçons, attire les oiseaux en chantant, sauf qu'elle ne porte pas ses lunettes par coquetterie. C'est une égoïste qui voudrait voir sa camarade Raven Queen accepter son destin de vilaine reine, et elle n'est même pas l'héroïne, puisque c'est Raven qui l'est. Mais oui, Sue se contente rarement de ne correspondre qu'à une seule catégorie. Souvent, elle cumule. Des exemples concrets de Sue, ils viennent, oui, car des œuvres canons en débordent. La suite, bientôt. Pour ne rien rater de la suite, n'hésitez pas à vous abonner, ici. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est par ici. Et bien sûr, si tout cela vous a plu, et n'hésitez pas à le partager. Évidemment, si vous oubliez, je pourrais bien demander à une collègue de venir envahir et pourrir votre dernière histoire préférée. C'est vous qui voyez. Mon sourire me fait pleurer. J'ai naturellement une classe infinie.